Bonsoir, Monsieur Alfonso Gomez, maire de la ville de Genève, Mesdames et Messieurs les représentants de la Fédération genevoise de coopération, de l'Office cantonal de l'agriculture et de la nature, de la Fédération romande des consommateurs, des diverses associations et autres institutions, à vous, hôtes de cette salle, et à vous qui nous suivez en visio, je vous souhaite la bienvenue à cette table ronde de notre événement Fête de l'agroécologie 2023. Cet événement, que j'appelle de son petit nom Agroécologie Nord-Sud, est dans sa 5e édition. Initié par FH Suisse à la ferme de la Touvière, il est maintenant organisé par un team d'associations membres de la plateforme souveraineté alimentaire de la FGC et pour cette année, s'est enrichi du partenariat avec le réseau suisse Agroecology Works, avec la filière alimentaire des vergers et par le soutien de la ville de Genève qui nous accueille généreusement dans ce magnifique lieu historique et nous engage et nous encourage beaucoup par l'intervention de M. Alfonso Gomez qui va suivre. Je souhaite une bienvenue particulière à nos panélistes représentant une filière alimentaire genevoise et des filières au Burundi et au Togo. Je salue Madame Elodie Marafico de l'OCAN, Madame Barbara Pfenninger de la FRC, Monsieur Thomas Descombes de la ferme et moulin des Verpillières à Choulais, très engagé en ce qui concerne les enjeux de l'alimentation, et notre invité spécialement venu du Burundi, Monsieur Prosper Nyonsaba de FH Burundi, ainsi que Monsieur Tata Ameto Enyanou, présent en distanciel depuis le Togo. Je salue également Madame Gaëlle Bigler du mouvement suisse Agroecology Works, qui sera la modératrice de cette table, et Monsieur Roger Zurcher, directeur des programmes à FH Suisse, et qui va, en introduction, nous partager les bases de la démarche agroécologique. Pas besoin de rappeler tous les défis et nouveaux défis critiques qui se présentent à notre société, à nous, aux habitants de toute notre planète en rapport avec notre survie. Nous voulons ce soir mettre en lumière des initiatives et des actions de terrain, ici à Genève et au Sud, qui sont opérationnelles et avec des résultats encourageants. La majorité des pays du monde ont pris les engagements indispensables pour la survie de notre planète, avec la signature des accords de Paris et les stratégies et agendas 2030. L'agroécologie, aujourd'hui largement reconnue comme une approche qui, appliquée globalement, permet une production suffisante pour alimenter toute la population mondiale, est reprise dans bon nombre de stratégies nationales et cantonales comme un agent majeur pour l'atteinte des objectifs 2030. Mais la situation de la chaîne alimentaire comprend encore quelques anomalies majeures. Comment se fait-il, alors que l'alimentation est un besoin de base de l'humain, selon la pyramide de Maslow, qu'en Suisse, il ne représente que 6 à 8% du budget du ménage, alors qu'il est de 40 à plus de 70% dans certains pays d'Afrique. Comment, alors que la production alimentaire est fondamentale, les producteurs paysans ne sont pas payés de manière juste pour leur travail? Alors l'agroécologie, ça concerne pas seulement l'agriculture, mais c'est une démarche globale où chacun de nous peut intervenir, puisqu'elle implique toute la filière, depuis le producteur jusqu'au consommateur. Et elle englobe en fait 4 grands principes. Une dimension environnementale d'un côté, une dimension sociale et culturelle, une dimension économique et une dimension politique, bien entendu. Si les lois n'existent pas ou les directives, c'est difficile d'avancer. Donc, M. Roger Zurcher, pour nous en dire un peu plus, va un peu plus développer sur les démarches de l'agroécologie et le plan qui est décrit et qui suit un certain nombre d'étapes pour l'état de maturité de cet avancement. Voilà, en quelques points, avant de passer la parole à Monsieur le maire.
Vous avez reçu à l'accueil un QR code sur un petit papier. Ça vous permettra, avec votre smartphone, à travers l'application, de poser vos questions, si vous les avez déjà maintenant ou plus tard, même avant la table ronde. Et ces questions seront lues ensuite par une personne qui pourra être posée ensuite à nos panélistes suivant la question. Voilà. Pour les personnes en distanciel, elles pourront poser aussi leurs questions à travers ce même logiciel, à travers YouTube. Et afin de rassurer que ceux et celles qui sont venus directement depuis leur lieu d'activité et qui seraient inquiets pour combler leur déficit énergétique, la ville de Genève, que je remercie très chaleureusement, nous offre un magnifique apéro dînatoire pour clore cet événement. Alors je vous souhaite une belle soirée de partage enrichissant et je passe la parole à Monsieur Gomez. Merci beaucoup, mesdames, messieurs. C'est pour moi un très grand plaisir de vous accueillir dans ce magnifique palais, Anna et Jean-Gabriel Hénard, pour cette table ronde consacrée à l'agroécologie et qui est organisée à l'occasion de cette journée mondiale de l'alimentation. Je tiens d'ores et déjà à m'excuser car malheureusement je ne pourrai pas rester parmi vous. Je devrais vous quitter assez rapidement. Peu de domaines portent autant d'enjeux que l'alimentation. Elle est vitale, bien entendu, dans son accès, mais également dans sa qualité. L'alimentation, elle est déterminante pour notre santé, mais en même temps, l'alimentation cristallise d'importantes questions au niveau économique, vous l'avez dit, et au niveau environnemental. Aujourd'hui, en Suisse, 30% de notre empreinte environnementale est liée à l'alimentation. Et cela essentiellement en raison de modes de production. Autrement dit, aucun autre domaine de la consommation ne porte autant atteinte à l'environnement en Suisse que l'alimentation. Et depuis quelques années, face notamment aux défis de souveraineté alimentaire, d'urgence climatique et de péril sur la biodiversité, la FAO, l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, le répète, il n'est plus possible de considérer séparément l'alimentation, les moyens de subsistance, la santé et la gestion des ressources naturelles. Aujourd'hui, pour mettre fin à la pauvreté et parvenir à une fin zéro, en quelque sorte, tout en assurant une croissance inclusive et en gérant durablement les ressources naturelles, il nous faut adopter une autre approche, une approche beaucoup plus holistique. Et dans ce cadre, l'agroécologie constitue une voie prometteuse. En utilisant les connaissances de l'écologie scientifique, du fonctionnement des écosystèmes pour la production agricole, l'agroécologie restaure le lien entre les êtres humains et la planète et promeut des systèmes agricoles et des systèmes alimentaires durables. Elle est d'ailleurs aujourd'hui au cœur de l'agenda 2030. Si l'agroécologie est compatible avec toutes les formes d'agriculture et offre de formidables résultats, il faut bien reconnaître que sa mise en œuvre est souvent perçue comme difficile, voire complexe. Il est ainsi indispensable de sensibiliser davantage, au nord bien sûr, mais également au sud, sur son importance, sur les défis qu'elle représente, mais aussi et surtout sur ses potentialités. Je voudrais donc saluer l'organisation de cette table ronde par l'organisation Food for Hungry Swiss, qui succède à la grande et belle fête, cela a été dit, de l'agroécologie qui a été organisée hier à Meyrin. Cette organisation, j'aimerais également saluer son formidable combat contre la faim et contre la pauvreté en Afrique, dans la région des Grands Lacs, souvent d'ailleurs soutenu
par la délégation Genève-Ville solidaire de la ville de Genève. En tant que pionnière de l'agroécologie, Food for Hungry Swiss s'engage depuis plus de 10 ans avec les communautés, les leaders, les familles pour développer une forme d'agriculture et d'élevage qui répondent à leurs besoins de sécurité alimentaire et de transformation des systèmes alimentaires avec des résultats, il faut bien reconnaître, formidables. Je voudrais encore une fois vous dire bravo et vous remercier pour ce travail. J'aimerais également saluer les différents intervenants à cette table ronde pour leur engagement et leur contribution à ce débat. La ville de Genève, mesdames et messieurs, elle travaille elle aussi sur la question de l'alimentation durable. À travers son programme Nourrir la ville, par ce biais, elle entend garantir aux citadins et aux citadines l'accès, et c'est fondamental, à des produits de qualité. Il est important pour nous de rapprocher les consommateurs et les consommatrices des producteurs et des productrices et conserver des zones agricoles sur notre territoire. Inlassablement, la ville de Genève rappelle les mêmes messages. En modifiant le contenu de nos assiettes, nous pouvons non seulement avoir un impact positif sur notre santé, mais également sur le climat et enfin aussi influencer la qualité des produits, les modes de production et, comme cela vient d'être souligné, la rémunération des paysannes et des paysans. Cela est fondamental. Et c'est dans cette perspective, mesdames et messieurs, que j'ai souhaité organiser durant mon année de mairie plusieurs banquets urbains dans les quartiers. L'objectif, c'est bien entendu sensibiliser la population à la question de l'alimentation durable et à ses multiples bienfaits. Et donc, nous avons fixé 2 priorités. La première, c'est de favoriser les produits locaux de proximité. C'est la première des conditions. Et puis, nous sommes un canton très maraîcher, et donc, nous avons soulevé la question de les produits carnés. Faut-il continuer à manger autant de viande que nous le faisons aujourd'hui? Vous savez certainement que cela a provoqué des débats pour le moins enflammés, puisqu'on nous a accusés même d'interdire la viande. Il n'est pour nous pas question de cela aujourd'hui. Il est question simplement de dire qu'aujourd'hui, pour des raisons de santé et pour des raisons de préservation de notre planète, il faut manger moins de viande, tout simplement. Permettez-moi encore de souligner, quand nous parlons de produits de proximité, les produits carnés sur le canton de Genève représentent 10% de la consommation totale de viande du canton. Si nous allons un peu plus loin et nous considérons les produits de Suisse, eh bien, on arrive péniblement en dessous de 30%. Tout le reste sont des produits carnés qui sont importés, avec les conséquences que vous pouvez vous imaginer, en qualité, bien sûr, mais pas seulement, surtout en coût de transport et en production de CO2. Donc ce soir, je fais le vœu qu'en alliant nos efforts et en synchronisant les différentes actions entreprises au nord comme au sud, nous devons parvenir à un véritable et salutaire changement de paradigme dans les domaines de l'alimentation, dans les domaines de la production agricole et dans les domaines de la rémunération des agriculteurs. Et pour nous, c'est un combat évidemment important sur ces 3 axes, et c'est un combat que la ville de Genève mène depuis un certain nombre d'années et qu'elle continuera à mener évidemment dans les années futures. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et puis surtout, je vous souhaite une excellente table ronde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le maire, pour cette allocution, pour les mots d'encouragement aussi. Je vous propose de passer directement à l'introduction thématique avant d'aller à la table ronde proprement dite.
Dans cette introduction thématique, on voulait un petit peu faire la comparaison aussi entre les trois pays représentés par les intervenants tout à l'heure, qui sont des pays très très différents au niveau des systèmes alimentaires. Alors tout le monde mange, que ce soit par de la nourriture produite par l'industrie agroalimentaire ou par des petits paysans cultivant sur des micro-surfaces, mais justement la nourriture produite ne vient pas du tout du même circuit. On va essayer de voir quelques éléments pour essayer de comparer un petit peu ces différents systèmes alimentaires dans les pays concernés, donc la Suisse, le Togo et le Burundi. Avant ça, je vous propose de revoir cette couverture de livre, d'un livre que vous avez peut-être lu, de Marc Dufumier. C'est marrant comme certaines personnes ont des noms prédestinés, n'est-ce pas? Mais j'aime beaucoup ce qu'il a écrit. Et donc, il y a un de ses livres qui s'appelle Famine au sud, malbouffe au nord, et qui, quelque part, illustre ce souci que nous avons, comme ça a déjà été dit, avec le système alimentaire mondial, qui produit à la fois presque 1 milliard de personnes qui souffrent de la faim, majoritairement dans l'hémisphère sud, et puis aussi, maintenant, proche de 2 milliards, ça grandit rapidement, parce que là, ce n'est pas uniquement dans l'hémisphère nord, mais partout au niveau de ce qu'on appelle la malbouffe vulgairement, ou bien on peut parler aussi de surpoids ou d'obésité selon ce que dit l'OMS. Donc le système alimentaire est vraiment à réformer partout. Et sur cette slide, vous voyez effectivement une description du système alimentaire mondial, et je crois que le jour où quelqu'un aura compris ce qui est écrit là-dessus, on aura résolu les problèmes du système alimentaire mondial. Donc oui, c'est vraiment... c'est un peu pour rigoler parce qu'évidemment, c'est beaucoup trop petit pour que vous puissiez voir et même c'est trop compliqué à définir. Ce que je voulais juste vous montrer, c'est tout en bas du graphique. Vous avez à gauche et à droite un grand nombre de personnes qui représentent les producteurs et les consommateurs. Et au milieu, il y a un petit nombre de personnes. Et ce petit nombre de personnes qui les relie, c'est effectivement la grande distribution, c'est l'agro-industrie qui parfois justement dicte l'agenda. Hein. On voit ça en Suisse hein, avec le prix du lait et différentes choses. Et qui justement peut ne pas favoriser en fait la durabilité de ce système alimentaire et de ces échanges entre producteurs et consommateurs. Mais revenons donc à ces trois pays qui vont être illustrés par la table ronde de tout à l'heure. Nous avons le Togo, avec une surface un peu plus grande que celle de la Suisse, vous voyez, 56 000 km², la Suisse 41 000, et puis le Burundi, le plus petit pays des trois. On a tendance à dire que la Suisse est un des plus petits pays du monde. Ben non, il y en a des plus petits. Il y a le Burundi. Mais au niveau de la surface agricole, bizarrement, alors que la Suisse a 41 000 km² de surface, elle se retrouve avec moins de 15 000 km² de surface agricole, alors que le Burundi est à 21 000. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a quand même ce côté des Alpes qui passe en Suisse et qui empêche la production agricole sur une bonne partie du territoire, alors que le Burundi, même qui a des altitudes élevées de plus de 2000 mètres, est cultivable pratiquement partout. Ce qui étonne peut-être aussi, vous voyez, c'est que la tendance, j'ai regardé les quelques dernières années, est stable pour le Togo au niveau de la surface agricole. Bon, c'est bien. Au Burundi, elle est en augmentation. Peut-être que Prosper pourra nous dire tout à l'heure pourquoi est-ce que la surface agricole augmente au Burundi? Est-ce qu'il y a encore des surfaces qu'on peut mettre en culture qui n'étaient pas en culture? Est-ce qu'on est en train d'utiliser les dernières forêts pour les mettre en culture? Peut-être. Et en Suisse, par contre, la surface agricole est en diminution. Et ça, c'est pas récent, ça fait longtemps que c'est le cas. Donc, qu'est-ce qui est stable ou qu'est-ce qui augmente? Ben, la surface construite augmente et puis la forêt reste stable ou augmente légèrement, ce qui fait que ce qui reste, c'est la surface agricole et c'est elle qui diminue. Donc ça, c'est une des caractéristiques de notre système alimentaire aussi. Au niveau des revenus, ici, on peut prendre différentes statistiques, mais vous voyez quand même les ordres de grandeur. Hein. Si on prend le Togo en 2022, 892 $ constants par habitant, et la Suisse, ce n'est pas 10 fois plus, mais 100 fois plus. Hein. Donc ça veut dire aussi un certain pouvoir de l'économie nationale à faire des choix, à importer, à exporter, à avoir toutes sortes d'actions que d'autres pays n'ont pas. D'autres pays ne peuvent pas avoir non plus le pouvoir de négociation dans les relations internationales que peuvent avoir les économies plus fortes. Et puis vous voyez que le Burundi a
un PIB par habitant encore plus bas et même en baisse pendant les 20 dernières années. Ça a été particulièrement difficile au Burundi suite au blocage aussi de toutes les relations internationales suite aux dernières élections. Et ça se relève doucement maintenant. L'Union européenne, par exemple, a suspendu l'arrêt de ses programmes en 2022 et ça reprend doucement. Mais donc, vous voyez que les situations sont très contrastées de ce côté-là aussi. Au niveau des emplois, très, très impressionnant, une différence énorme. Donc, on a au Burundi un pays qui est, on dit souvent majoritairement agricole, mais ce n'est pas que majoritairement, c'est carrément, vous voyez, plus de 80% des emplois qui sont dans l'agriculture, alors qu'en Suisse, vous voyez, on est à 2%, un des plus bas taux au monde. Quant à l'industrie, elle représente le même taux au Togo et en Suisse, qui est intéressant, 20%, alors qu'au Burundi, l'industrie, donc les emplois dans l'industrie sont très bas. Donc ça signifie aussi quelque chose du système alimentaire. Vous voyez que dans tous les pays, donc, la part des emplois dans l'agriculture diminue. Alors ça, c'est constant, quel que soit le pays. Mais vous voyez qu'en Suisse, par exemple, c'est particulièrement violent. Bon, c'était déjà très bas en 2001, mais c'est carrément divisé par 2 en 20 ans. Et puis, on a cette fameuse phrase qu'on dit souvent. Alors, je ne sais pas si elle est toujours valable aujourd'hui. On l'a dit déjà depuis 5 ans. 3 exploitations agricoles disparaissent chaque jour en Suisse. Il faut aussi comprendre qu'en Suisse, on considère comme exploitation agricole des fermes qui sont gérées par des personnes qui font ça à titre à temps partiel, hein, pas uniquement les gens qui font ça à temps plein. À propos de fermes, donc, quelle est la surface moyenne? Là, c'est plus difficile de trouver des statistiques comme auparavant avec des grands organismes comme la Banque mondiale ou les Nations unies. Ici, c'est des statistiques nationales qu'il faut prendre, donc c'est un peu avec des pincettes parce qu'elles ne sont pas forcément toujours très actuelles et précises, mais les ordres de grandeur sont là, c'est 10 fois plus. Entre le Togo et la Suisse, vous avez des fermes en Suisse qui sont 10 fois plus grandes qu'au Togo en moyenne. Et vous voyez qu'au Burundi, on est aussi dans un extrême de ce côté-là. C'est encore 4 fois plus petit qu'au Togo. Et on arrive quand même à nourrir plus ou moins la population. C'est vrai qu'il y a de l'insécurité alimentaire, mais les gens arrivent à vivre sur des surfaces pareilles. Il y a peut-être quelque chose à apprendre aussi de ce côté-là. Dernière statistique, après j'arrête, c'est promis. Après, je montre d'autres schémas, mais juste pour dire, cette statistique-là, on voit que les mauvais élèves, ben, c'est nous. Hein. Vous voyez qu'au niveau des émissions par habitant en tonnes de CO2, c'est clairement la Suisse avec 4 qui est très loin devant. Hein. Vous voyez, c'est un facteur plus de 10 par rapport au Togo et encore bien plus par rapport au Burundi. Alors, dans ces 2 pays africains, les émissions augmentent, ce qui est tout à fait normal. Hein. Elles sont tellement basses que ça fait de toute façon pas grande différence. Mais en Suisse, par contre, elles sont légèrement en baisse. Et ça, c'est aussi une bonne nouvelle depuis quelques années maintenant. Malheureusement, la diminution n'est pas suffisamment rapide, mais au moins le trend, la tendance va dans la bonne direction. Voilà, j'arrête pour les présentations sur les 3 pays. Vous pourrez poser vous-même vos questions plus précises sur le système alimentaire du Togo, du Burundi, de la Suisse, donc à nos panélistes. Juste encore un mot, donc, comme disait Daniel Halling tout à l'heure, sur cette introduction à l'agroécologie. Donc, depuis les années 70, c'est surtout l'Université de Berkeley et donc Steve Glissman et Miguel Altieri qui ont un peu théorisé cette agroécologie que beaucoup faisaient déjà, bien sûr, avant les années 70, mais qui n'était pas, disons, inscrite dans un cadre. Et depuis, ce cadre a évolué et c'est un petit peu cristallisé, est devenu une approche reconnue depuis que la FAO s'en est emparée. Alors, depuis les années 70 et puis les ONG qui ont travaillé là-dessus, hein, on connaît Pierre Rabhi en France, etc. Beaucoup de personnes se sont engagées dans la promotion de cette approche, mais ce n'est qu'en 2014 que les Nations Unies l'ont vraiment mis en valeur. Et en 2016, donc, le professeur Glissman, qui a été invité par la FAO à mettre ceci en forme, a proposé ces 5 niveaux que vous voyez, mais je vais les mettre en français tout à l'heure. Et de toute façon, c'est écrit trop petit, je vais passer. Mais juste pour vous dire que les 10 principes de la FAO sont aujourd'hui globalement acceptés. Et les 13 principes qui sont écrits à droite,
viennent du HLPE, donc le High Level Panel of Experts. Ça, c'est des termes des Nations Unies. Je ne sais pas où ils vont chercher ça, mais c'est pour dire que ils se sont entendus sur 13 principes qu'on va voir aussi pour concrétiser l'agroécologie et définir un cadre global qui soit commun à tous, en tout cas tous ceux qui se basent aussi sur les Nations Unies. Donc les 13 principes, les voici. On ne va pas non plus les prendre dans le détail, mais en gros, vous avez en haut ce qui concerne plus le niveau de la ferme, qui se retrouve aussi à d'autres éléments. Mais vous avez augmenter l'efficacité de l'agroécosystème, donc réduire les pertes, etc. Renforcer la résilience de ce système, et puis aussi travailler sur l'équité, la justice, la responsabilité sociale. Et donc vous avez un petit peu ces trois parties de l'agroécosystème, le côté du champ, le côté du sol, le côté des micro-organismes, le côté de tout ce qui concerne la production à l'échelle micro. Vous avez le côté méso, le côté au milieu de la ferme, de l'exploitation, comme on dit aussi parfois. Et puis le côté des consommateurs qui sont inclus dedans, l'ensemble du système alimentaire. Et pour pouvoir arriver à ce qui est aujourd'hui internationalement reconnu comme un système alimentaire durable marqué par l'agroécologie, il faut donc qu'on puisse progresser dans ces 5 niveaux. Alors je vais terminer avec ça. Donc on a le niveau 0 de l'agroécologie, c'est quand il n'y a pas d'agroécologie dans l'écosystème, c'est évident. Le niveau 1, c'est peut-être aussi un peu proche du niveau 0, c'est quand on parle d'augmenter l'efficience. C'est-à-dire, par exemple, au lieu de mettre un pesticide sur toute la parcelle, on le met qu'au pied de la plante. Bon, c'est pas non plus génial comme méthode. Donc on peut aller plus loin, c'est le niveau 2, où on substitue les intrants industriels par des intrants ou des pratiques alternatives. Donc tout ce qui est organique par rapport à chimique au niveau donc des engrais par exemple, les alternatives qu'on utilise en agriculture biologique aussi. Donc ça c'est toujours au niveau de la ferme, de l'agroécosystème. Ensuite on passe au niveau 3 et par exemple nous à Food for the Hungry dans nos projets, on a passé plus ou moins le niveau 2 avec quelques milliers de paysans avec qui on travaille dans ces pays des Grands Lacs. Et puis on passe maintenant à la reconfiguration de l'ensemble de l'agroécosystème, on pourrait dire de la ferme, c'est-à-dire aussi d'avoir euh, des relations qui sont rétablies, par exemple en réutilisant euh, la combinaison de l'élevage et des cultures et ne pas les séparer, en permettant aussi de retrouver une logique comme on le fait en Suisse sur les exploitations ou les fermes bio. Vous savez qu'en Suisse, si vous êtes bio pour le blé, vous devez être bio pour tout ce que vous faites. Vous ne pouvez pas être bio pour les fraises, mais pas bio pour une autre production, ce qu'on peut faire dans d'autres pays. Donc cette cohérence, elle est déjà un peu en place chez nous. Et puis après, on passe au niveau 4, qui serait justement de rétablir ces connexions un peu perdues, comme on a vu dans le schéma tout à l'heure, où il y a quelques acteurs qui ont un poids beaucoup trop important, qui font le lien entre les producteurs et les consommateurs. Et justement, Genève est pionnière, mais aussi d'autres villes, d'autres régions de Suisse, pour développer ces réseaux d'agriculture de proximité, de mettre en lien les producteurs et les consommateurs. Là, vous voyez, quand on arrive à faire ça, et si une majorité de la production agricole passe par ces réseaux pour arriver aux consommateurs, alors là, on en est loin, mais admettons qu'on puisse dépasser les 50%, alors on serait déjà au niveau 4 ici de la restauration des écosystèmes, des agroécosystèmes par l'agroécologie. On touche déjà le système alimentaire. Et ensuite, donc, la dernière étape, ça serait d'éviter ce qu'on a vu au début, donc 1 milliard de personnes qui mangent mal et puis presque 1 milliard de personnes qui ont faim, parce que le système alimentaire global serait rétabli dans l'ensemble. Et donc on donnerait moins de poids aux intermédiaires et plus de poids aux producteurs et aux consommateurs. Bon, c'est peut-être un vœu pieux, mais on est là pour y travailler. Et je laisse la place maintenant à Gaël Bigler et ses invités et nos invités pour la table ronde. Alors, on profite qu'ils s'installent, voilà.
Alors, juste, on va tester un mode de modération. On va vous proposer de présenter vos questions. Alors, Théo va vous expliquer tout ça. Alors, hop, vous avez reçu un petit papier. Vas-y. Bonsoir à toutes et à tous, c'est pas trop compliqué. Soit vous scannez le QR code que vous avez reçu, vous allez arriver sur une page sur laquelle vous pourrez taper toutes les questions que vous voulez. Ou si vous n'arrivez pas à faire ça, vous allez sur menti.com, donc M-E-N-T-I-A. Pardon? Ah, si. Si, j'allais dire. Si, en fait, là, c'est juste que c'est un outil qui nous permettra aussi de classifier les questions. C'est juste ça. Et puis d'inclure les gens qui sont là en ligne. Donc, vous inquiétez pas, si vous n'avez pas de téléphone, il y a toujours la bonne vieille manière de lever la main. Ça marche aussi, on est aussi analogique, on a aussi des yeux, on peut voir ça. Par contre, si vous avez votre téléphone, ça nous faciliterait grandement la tâche. Si soit vous scannez le QR code, soit vous allez sur menti.com, rentrez le petit chiffre ici. Et pendant tout le long, vous pourrez taper des questions. Et 5 minutes à la fin, on va vous laisser encore un petit moment pour taper des questions. Et après, vous aurez une phase de vote. C'est ça où c'est assez intéressant, c'est que vous pourrez voter sur quelles sont les questions qui sont bien dans cette audience. Et du coup, on peut utiliser un petit peu de l'intelligence collective. Je sais, vous vous tapez la tête, madame. Je vois très bien parce que vous n'avez pas pris votre Natel. Il y a des gens qui sont là en ligne à l'international. C'était la manière la plus simple de faire. Non, bah non, pas du tout. Vous aurez juste accès aux questions des autres aussi. C'est ça. Si vous avez des autres questions, n'hésitez pas. Le but, c'est d'inclure justement les gens qui ne sont pas là aussi ce soir. Merci. Alors, j'ai bien dit qu'on testait l'outil. Si ça marche pas bien et qu'on n'aime pas ça, on peut arrêter. Hein. Je crois qu'il faut être clair. Alors, on va commencer déjà à vous présenter nos invités. Donc, Barbara Pfenniger de la FRC, donc Fédération romande des consommateurs, qui défend les intérêts des consommatrices et consommateurs au sein de plusieurs commissions à différents niveaux. Donc, au niveau à la fois du canton et de la confédération, pardon. On dit fédéral, mais c'est confédéral quelque part. Elle s'y engage pour le respect des droits des consommatrices et consommateurs, notamment le droit à des produits sains qui ne menacent pas la santé, le droit à l'information sans tromperie, le droit de choisir et le droit à un environnement sain. Alors, c'est déjà tout un programme. Je vais présenter ensuite, hop, je tourne mes petites fiches, Élodie Marafico, qui vient représenter l'Office cantonal de l'agriculture et de la nature, qui est en charge de la gestion de la marque Genève Région Terre d'Avenir, qui est une marque qui certifie les produits agricoles genevois. Elle est ingénieure agronome de formation et elle développe et réalise des ateliers de sensibilisation à l'agriculture locale pour les enfants notamment. Ensuite, nous avons Prosper Nyonsaba, est-ce que je dis juste ton nom? Oui, super, qui vient du Burundi, qui est responsable de la sécurité alimentaire au sein de FH Burundi. Il est coordinateur de la vulgarisation de l'agroécologie comme moyen de garantir une production agricole saine et durable. Il promeut également l'accès au marché rémunérateur des produits de petits producteurs agricoles des milieux ruraux. Et enfin, nous avons... Est-ce que Tata est en ligne ou pas? Pas encore. Bon. Alors, je vais présenter Thomas Descombes en attendant, qui lui est aussi multicasquette, en étant paysan à la ferme des Verpillères à Choulet. Il est aussi producteur et membre du bureau de l'association de l'affaire Tournerève. Je pense qu'on en reparlera après, parce que je pense que c'est un modèle très intéressant. Il est membre fondateur et président du supermarché participatif paysan, La Fève, à Mérin, qui est un projet qui est très intéressant aussi et qui fait beaucoup discuter autant en Suisse qu'à l'international maintenant, et qui est membre fondateur de la coopérative des ateliers paysans à Mérin. Donc, est-ce que Tata est là? Ah, il est là. Alors, Tata Yawo Ametoenye... Oh, désolé, je ne sais pas prononcer votre nom. Est-ce que vous pouvez m'aider? Comment on prononce votre nom? Il est là. Il nous entend ou pas? Alors, normalement, le son est connecté. Vous devriez pouvoir l'entendre. Je t'entends faiblement. Ah, super. Donc, il est directeur de l'OAEDEL au Togo,
qui travaille entre le milieu urbain et rural, notamment pour créer des ponts entre consommateurs urbains et producteurs sur la question de la consommation des produits locaux. Donc, comme vous voyez, ce sont des compétences complémentaires dans des territoires assez différents. Mais c'est justement pour ça qu'on se réunit, pour un dialogue entre nous. Donc, juste pour que vous sachiez... alors, quelle heure est-il maintenant ? 19h12. Donc, on devait finir à 19h45. Je ne sais pas si on va y arriver. Sinon, on prolonge un peu. Après, il y a un moment pour répondre aux questions que vous aurez pu poser en direct en levant la main ou avec le système que Théo a présenté tout à l'heure. Et après, il y a un super apéro qui nous attend dans la salle à côté. Et on pourra continuer à discuter à ce moment-là. Donc, vous inquiétez pas trop. Alors, la première question, c'est par rapport aux différents niveaux. Alors, je reviens en arrière. Voilà. Sur ce tableau de transformation des systèmes alimentaires, la première question touche les niveaux 1 et 2. C'est se demander à nos différents intervenants, peut-être on va commencer par toi, Prosper, quelle est ton expérience dans la substitution des intrants chimiques au Burundi? Est-ce que tu peux répondre, s'il te plaît? Donc, mon expérience, c'est que la substitution des engrais chimiques, c'est possible. Donc, il faut y aller par étapes. Donc, comme la population, dont les petits producteurs sont plus familiers avec les engrais chimiques et aussi les pesticides chimiques, donc c'est difficile de changer directement à aller vers l'agroécologie. Donc, on passe par d'abord la sensibilisation, l'enseignement, la démonstration. Et après la démonstration, alors, ils ont adopté graduellement certaines pratiques agroécologiques, pas tous, mais surtout les pratiques agroécologiques qui sont plus faciles et moins coûteuses en termes de ressources, en termes aussi d'énergie. Alors, pour passer directement de l'agroécologie, nous sommes au niveau de la transition où les producteurs combinent les anciennes méthodes où ils utilisent concomitamment les pratiques agroécologiques et aussi les anciennes, la méthode conventionnelle. Donc, en réduisant graduellement l'usage des engrais chimiques et des pesticides. Là où nous arrivons à ce moment, nous arrivons à l'étape où la quasi-totalité de nos producteurs utilisent les méthodes agroécologiques parce qu'ils ont découvert que les méthodes agroécologiques sont moins coûteuses en termes de ressources et aussi dures parce que quand vous avez utilisé par exemple le compost pendant, disons, 3 années consécutives, donc ça s'accumule et puis ça restaure aussi l'écosystème. Là où nous arrivons alors, nous sommes au niveau de la transition vers l'utilisation zéro des pesticides et aussi des engrais chimiques. Donc au Burundi, on est arrivé alors à avoir une industrie qui produit des intrants organo-minéraux. Et puis, il y a une autre industrie qui est venue, qui produit des produits phyto purement agroécologiques et aussi des fertilisants qui sont naturels. Voilà, c'est là où nous sommes. Super. Tata, comment ça se passe au Togo? En termes d'expérience dans la substitution des intrants chimiques par des méthodes plus agroécologiques? On l'entend pas. Il parle, mais on l'entend pas. Oui, c'est bon. j'ai Voilà. pas ouvert mon micro, pardon. Bonsoir à toute la salle. Il faut préciser que OADEL ne travaille pas directement avec les producteurs agricoles. Notre champ de travail, c'est plutôt l'éducation des consommateurs. Nous travaillons beaucoup avec les unités de transformation agroalimentaire que nous mettons en lien avec les coopératives agricoles et des exploitants agricoles pour faire le lien direct entre ces producteurs agricoles et
les unités de transformation. Toutefois, nous intervenons en milieu rural en termes d'éducation sur justement l'utilisation des produits qui respectent l'environnement et la santé humaine. Et nous attirons beaucoup l'attention des paysans sur leurs pratiques agricoles et l'intérêt qu'eux, ils ont à pouvoir nourrir les populations de manière saine. Donc, la question justement de l'utilisation des intrants chimiques apparaît dans nos séances d'éducation où, au Togo particulièrement, un des problèmes que nous avons, c'est que c'est difficile de trouver de la main-d'œuvre agricole. Ce qui fait que les paysans qui ont déjà un certain âge et qui ne trouvent plus des métayers, donc des jeunes qui doivent travailler dans leur champ, ils s'adonnent très facilement à l'utilisation des herbicides parce que, effectivement, ils n'ont plus le choix. Non pas qu'ils ne soient pas conscients de la dangerosité de ces produits, mais c'est parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que la main-d'œuvre agricole n'existe plus dans les milieux. À un autre niveau, nous avons constaté qu'ils sont aussi obligés d'utiliser les engrais chimiques qui contiennent parfois des métaux lourds. Et ça, c'est aussi parce qu'il y a toute une politique depuis de nombreuses années qui a fini par installer dans la mentalité des paysans qu'on ne peut pas produire sans engrais chimiques. Maintenant, il y a des alternatives. Par exemple, le compost, mais on se rend compte aussi qu'il y a un problème par rapport à la qualité de ces composts-là, où parfois on a un certain nombre de résidus de métaux lourds qu'on retrouve, donc ce n'est pas suffisamment travaillé, mais qu'en termes aussi de qualité, c'est difficile de trouver suffisamment de produits alternatifs pour pouvoir faire la culture de différents produits. Et ça, c'est un réel problème parce que beaucoup d'alternatives existent, mais ces alternatives-là sont éparses, ne sont pas suffisamment accompagnées, il n'y a pas une production à grande échelle, et même si on reconnaît que les petits paysans ne font que souvent leur culture sur 10 hectares, c'est quand même difficile de transporter les composts pour aller épandre et le faire régulièrement durant de nombreuses années. Donc voilà un peu la problématique par rapport Merci beaucoup. à ça. Mais s'il vous plaît, je n'ai pas fini parce qu'il y a aussi un problème très important, c'est qu'aujourd'hui, on fait face à l'utilisation des pesticides. Et pas plus tard que la semaine passée, on a fait une projection de film qui a mis en débat la question des pesticides et on se rend compte que malgré la réglementation qui existe au Togo, il y a beaucoup de producteurs qui utilisent des pesticides non homologués et c'est un réel danger pour les consommateurs togolais. L'agroécologie, qui est une chance pour ces producteurs, n'est pas suffisamment encore développée au Togo, même s'il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent sur ce secteur agroécologique, ils ne s'entendent pas suffisamment pour créer un mouvement fort pour que l'agroécologie soit une véritable chance pour les producteurs agricoles, ce qui fait qu'on a encore beaucoup de travail à faire au Togo. C'est bon? Oui. Super. Alors, je vais laisser juste Thomas répondre sur la question du prix, sur la question de la main-d'œuvre agricole aussi, de dire que finalement, comme c'est compliqué d'avoir de la main-d'œuvre agricole, finalement, il y a une espèce de facilité d'utiliser des entrants chimiques. Est-ce que tu peux répondre à ça? Et peut-être sur les côtés aussi du coût ou l'importance de la mise en réseau sur ces questions-là aussi de compost et de valorisation des terres agroécologiques sur Genève. Alors, la question du coût, je pense que, effectivement, je pense que la question peut se poser aussi chez nous. C'est effectivement, je pense, moins coûteux aujourd'hui et plus simple d'utiliser certains produits plutôt que faire appel à de la main-d'œuvre. Donc, je pense que ça, c'est effectivement intéressant. Après, moi, ce que je trouve quand même très intéressant de ce qu'on a pu observer et vivre à Tourneray, donc dans ce groupe de 15 paysans, c'est qu'on est parti au début avec des pratiques qu'on va dire conventionnelles, donc avec l'utilisation des intrants chimiques. On était 15 paysans. Sur les 15 paysans, il y en avait 2 qui étaient en production biologique. Et en fait, on a fait le pari de faire abstraction de cette différence en se disant, mais c'est en
en travaillant ensemble et en montant un projet en lien avec des citoyens, qu'on va essayer de se rapprocher et de travailler sur cette façon de produire. Et en fait, tranquillement, en 20 ans, on est arrivé à inverser la machine, c'est-à-dire, tout d'un coup, on n'a plus que 2 fermes qui font appel à des intrants chimiques. Toutes les autres fermes sont passées en production biologique. Donc, on a effectivement eu l'occasion d'échanger et de se rendre compte qu'en fait, alors oui, c'est sujet de prix, c'est sujet de main-d'œuvre, mais est-ce que vraiment c'est fondé? Est-ce que c'est pas une façon de travailler qui est différente, une façon d'approcher le quotidien paysan? Et effectivement, le défi, je trouve, a été relevé et c'est très, très intéressant, quoi. Donc voilà, en détail, effectivement, moi, j'ai pas le détail de chaque paysan, quelle est sa raison d'être, de modifier le système ou pas, mais en tout cas, on voit qu'en se mettant ensemble, on évolue, quoi. Merci. Je propose qu'on passe à la question d'après. Je vous ferai réagir, mesdames, sur les questions après. Mais... Alors, au-delà de la substitution, donc on passe à un niveau supérieur, là, au niveau 3, donc reconfiguration de l'ensemble des agroécosystèmes. C'est la question, c'est la transformation des fermes et des systèmes agricoles. Finalement, qu'est-ce qui a le plus transformé ces fermes, ou qu'est-ce qui est source de changement, ou qu'est-ce qui freine ce changement quelque part? Alors, je vais vous proposer, Élodie, de commencer. Ah, pardon. Le changement, en fait, des fermes, moi, je dirais que déjà, il y a ces pratiques qui tendent plus vers l'agriculture biologique. Elles sont, on va dire, elles nécessitent beaucoup de main-d'œuvre, beaucoup d'investissement de la part des agriculteurs, et puis ça, c'est pas négligeable. Donc ça, pour moi, ça peut être un frein. Après, il y a aussi la valorisation des produits qui est importante pour le producteur. Donc, ça nécessite aussi un engagement de la part du producteur pour faire connaître ses produits et les distribuer. Donc, ça, pour moi, ça peut être un frein justement à ces changements. Ok. Est-ce que Tata voulait réagir, un peu nous parler de la transformation, des changements, des freins ou des accélérateurs au changement? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'il est là? Je suis là. Super. Ça marche vachement bien. J'espère que vous êtes contents, hein, parce qu'on a fait des vrais efforts pour réussir à se parler. Alors, vous ne le voyez pas, il y a un retour écran, mais en petit. Mais vous pourrez venir le saluer après. Alors, je vous passe la parole. Allez-y. OK. En termes de frein, je crois qu'il y a déjà la posture des producteurs agricoles eux-mêmes. Il faut qu'ils changent de mentalité. Mais il y a un problème de moyens financiers qui s'opposent, parce que lorsque vous voulez faire la transformation de vos pratiques et que cela nécessite des moyens financiers, ce changement n'est pas facile. Donc, le moyen financier est aussi un facteur limitant pour les producteurs agricoles. Et il faut avouer que généralement, les différents programmes, que ce soit de la part des ONG ou de l'État, ne met pas suffisamment d'accent justement sur cette transition agricole-là. Au Togo, même s'il y a un effort qui est fait pour soutenir le développement du secteur agricole, l'accent n'est pas suffisamment mis sur l'agroécologie. C'est vrai qu'au niveau de l'État togolais, on met l'accent sur la production biologique, notamment du soja, parce que ça rapporte de l'argent. Et le Togo se félicite d'être le premier exportateur de soja bio vers l'Union européenne, et il est au 7e rang mondial par rapport à l'exportation du soja bio. Mais par rapport aux autres cultures, parce que ça ne génère pas suffisamment d'argent comme le soja, on ne parle pas de bio ni d'agroécologie. Donc, le côté politique aussi, ou le soutien politique, est un facteur limitant aussi pour pouvoir développer ce secteur agroécologique. Voilà ce que je pourrais ajouter. Merci.
Est-ce que tu veux répondre, Prosper, par rapport à la situation au Burundi? Donc, c'est presque la même chose. C'est le problème de mentalité est le frais principal. Mais pour le contexte du Burundi, il y a une petite différence. Il y a aussi le coût des intrants qui viennent aussi faciliter, je dis, les intrants chimiques. Parce que la monnaie, donc, la monnaie a été dévaluée, donc que les engrais sont importés de l'extérieur, donc le coût est très élevé, donc les petits producteurs ont tendance à adopter les méthodes agroécologiques parce qu'il y a le facteur coût qui est déjà là, donc ça équilibre avec la mentalité. Mais aussi pour certaines pratiques agroécologiques parce que ils sont beaucoup exigeants en termes de main-d'œuvre, en termes aussi de ressources. Donc, l'adoption devient de plus en plus difficile. Donc, les producteurs deviennent sélectifs, ce qui est bon à un certain moment. Donc, ils sélectionnent ce qui va bien pour eux. Donc, ils sélectionnent aussi un autre élément qui vient contrebalancer la mentalité, c'est que parmi les petits producteurs, il y en a ceux qui ont adopté les pratiques agroécologiques et en ont fait des entreprises, de petites micro-entreprises, donc surtout les producteurs des fertilisants liquides et aussi les producteurs des biofertilisants qui en produisent localement et qui vend aux autres petits producteurs. Donc, c'est juste cette petite nuance, sinon le problème de mentalité reste un frein. Alors, sur la question des mentalités, j'ai envie de faire réagir Barbara, finalement, puisque la défense du consommateur, mais j'imagine que tous les producteurs consomment aussi, donc tout le monde est concerné quelque part. Et comment est-ce qu'on peut soutenir ce changement et quels sont les modes d'action finalement du public par rapport à ça? Ouais. Alors, merci beaucoup pour la question. Effectivement, nous sommes tous consommateurs et les consommateurs, ce sont eux qui ingèrent ce qui est produit avec les effets sur la santé que nous connaissons. Ce sont eux qui payent le système alimentaire. On y pense rarement, mais c'est l'argent dépensé, même si c'est peu en Suisse, c'est l'argent dépensé qui finance tous les systèmes alimentaires. Donc, on a aussi des attentes. Mais il y a beaucoup de freins, il y a beaucoup d'obstacles. C'est l'offre, le rôle prépondérant chez nous des distributeurs et des transformateurs et des discounts. 94% des dépenses pour l'alimentation partent dans les supermarchés et les discounts. Donc, il reste juste 6% pour les boulangeries, pour les initiatives genre Retourne Rêve, pour tout le monde. C'est pas normal. C'est ça qu'il faut changer. L'autre chose, qu'est-ce qui est dans les rayons des supermarchés? Ce sont des produits transformés. Le plus grand poste du budget alimentation part dans des produits transformés du genre des plats pré-cuisinés, des snacks, des friandises, des choses toutes faites. C'est pas normal. On perd justement cette proximité avec ceux qui produisent. L'autre chose, on a besoin d'informations sur les produits. Parce que sinon, on ne pourrait pas choisir parmi cette énorme offre de produits très divers. Je pense à la provenance. L'indication de la provenance n'est pas obligatoire en Suisse lors de la vente en vrac. Sur les marchés, ça ne se trouve pas toujours. Les supermarchés, est-ce que vous avez déjà regardé où se trouve la provenance sur les emballages de fraises importées? C'est dessous. Si on est un consommateur soigneux, on a honte de retourner ces emballages parce que ça va abîmer les fruits pour voir la... Oui, je vois quelqu'un qui soulève l'emballage, c'est comme ça qu'on fait. Ou bien on prend la photo pour finir, pour savoir. C'est pas normal. C'est pas normal qu'on nous cache une information indispensable pour bien choisir. Et la dernière chose que je vais encore ajouter,
j'ai entendu que les agriculteurs aussi, ils sont influencés par ceux qui vendent des produits, donc la phytosanitaire en l'occurrence. Mais nous, consommateurs, ce qui nous influence, c'est le marketing. Il paraît que 95% des décisions d'achat se passent dans le subconscient. Qu'est-ce qui influence le subconscient? Traditionnellement, c'est la famille durant l'enfance. Les repas cuisinés en famille, par les grands-parents, par les parents, les choses qu'on mange ensemble, le pique-nique fait en famille, c'est ça qui conditionne notre vécu, c'est ça qui devrait conditionner ce qu'on aime. Donc, on commence à aimer le sucré et ensuite, c'est la famille qui nous aide à aimer les légumes locaux, les produits locaux, à nous insérer dans la tradition culinaire du lieu. C'est essentiel, j'imagine aussi dans vos pays. En tout cas, ça l'était chez nous jusqu'à ce que ce marketing utilise exactement les mêmes méthodes. Et c'est là que ça m'énerve, parce qu'avec les mascottes, avec tout, on crée des émotions positives qui sont liées non pas à des fruits et légumes, mais à des aliments transformés. Le résultat? Les enfants sont arrosés de publicité. On avait une fois analysé les pubs à la télé, un enfant qui regardait 1 heure de télévision par jour accumulait 40 heures de publicité en une année. 2100 spots pour chaque année. Donc, ça reste pas sans trace, ce genre de choses. Donc, ça m'énerve à changer, à limiter ces publicités. La conséquence, c'est que l'attention est attirée sur les produits transformés, dans lesquels la part agricole est minime. Et les ingrédients agricoles deviennent une marchandise, une matière première comme une autre, qui est anonymisée, interchangeable. On peut les faire évoluer selon les prix du marché. C'est pas normal. Et le résultat est le double éloignement des consommateurs, d'une part par les intermédiaires et d'autre part par le type de produit qui les éloigne encore plus par ceux qui produisent à la base. Qu'est-ce qu'on peut faire? La vente directe, évidemment. Ça fonctionne, mais surtout pour les personnes qui sont déjà conscientes. Sinon, ça ferait plus que les 6%. Si c'était disponible en ville, ça irait encore mieux. Aux heures accessibles aux personnes qui travaillent, les marchés auraient plus de succès. Mais, comme j'ai dit, il faut d'autres méthodes de contact, toucher les habitudes de consommation, remplacer les émotions liées aux marques par des émotions liées aux produits tourne-rêve ou bien à ce qui se produit près de chez nous, et surtout limiter le marketing enfant et limiter le greenwashing qui fait croire que quelque chose est durable alors qu'il n'y a aucune législation en Suisse sur qu'est-ce qu'on peut appeler durable, qu'est-ce qu'on peut appeler naturel, et ça, c'est pas normal. Et voilà mon coup du cœur. Après le discours du cœur, on va passer plutôt à une vision un peu plus étatique de tout ça. Il y a un outil qui existe dans le canton de Genève qui s'appelle GRTA, donc Genève Région Terre d'Avenir. C'est une étiquette qui peut informer les consommateurs et qui est intéressante, et Élodie va nous en parler. Oui, merci. En effet, il existe cette marque GRTA, mais tout d'abord, je voulais rebondir sur ce que disait Barbara. En effet, le lien entre le producteur et le consommateur aujourd'hui, il n'est pas tout à fait efficace, en tout cas en Suisse. Et l'objectif de cette marque, eh bien, c'est vraiment de rapprocher le producteur et du consommateur. Et pour ça, donc, le canton de Genève, depuis 2005, s'est doté d'un outil qui permet en fait d'assurer la traçabilité des produits agricoles du champ à l'assiette. Et l'idée, c'est que avec cet outil, on assure une traçabilité des produits. Tout à l'heure, Barbara, tu parlais de la provenance qui n'était pas mentionnée forcément sur les produits.
Avec la marque Genève Région Terre Avenir, eh bien, on exige l'indication de la provenance des produits. Ça permet aux consommateurs d'acheter les produits en connaissance de cause. Et puis ça, enfin, voilà, pour connaître l'origine des produits, ça, c'est important pour nous. Et puis, le fait d'avoir certifié des produits, eh bien, ça permet de garantir aux producteurs que les pratiques agricoles eh bien, sont respectueuses de l'environnement, c'est-à-dire qu'ils respectent les prestations écologiques requises. Donc ça, c'est aussi important pour nous. Et puis, ça permet aussi cette marque eh bien, de communiquer sur les produits et puis de les rendre visibles. On parlait tout à l'heure, Barbara disait que c'était difficile pour le consommateur d'accéder aux produits. Nous, on travaille pour ce que justement ces produits soient visibles, soient traçables. Et puis en même temps, on travaille sur la sensibilisation de la population parce qu'on se rend compte en fait que le consommateur, il n'est pas forcément au fait qu'il y a une agriculture à côté de chez lui. Et déjà qu'elle est peu importante par rapport aux chiffres qui nous ont été montrés tout à l'heure, ou au Burundi ou au Togo, on a un pourcentage d'emploi dans l'agriculture qui est conséquent. En Suisse, on voit que il est très faible et puis du coup, ça explique aussi la perte de lien entre la production et la consommation. Et pour nous, c'est très important d'entretenir ce lien justement avec ces produits qui sont certifiés Genève Région Terre Avenir. Alors, ça nous fait gentiment monter les niveaux et en fait, on va attaquer un sujet qui, moi, me passionne. C'est la connexion entre les producteurs et les consommateurs. Et je crois qu'à côté d'Élodie, on a un expert en relations producteurs-consommateurs, puisque Thomas est derrière plusieurs projets hyper intéressants à Genève. Donc peut-être ce serait intéressant de parler un peu de l'affaire Tournerève, parce que c'est un concept un peu unique et qui peut intéresser aussi nos amis au Togo et au Burundi. Est-ce que tu peux présenter un peu ce projet-là ? Oui, peut-être très rapidement. L'affaire Tournerève, en fait, c'est 15 paysans qui se sont regroupés il y a 20 ans pour proposer un assortiment de produits issus de leur ferme, donc représentatifs des fermes, de fermes genevoises traditionnelles qui ont subi l'évolution de l'orientation de leur production. Donc c'est essentiellement des produits issus des grandes cultures, donc céréales, oléagineux. Et cet assortiment de produits est proposé de façon contractuelle, c'est-à-dire qu'on veut relier les citoyens et les paysans autour de ce contrat un peu alimentaire. On revalorise le rôle de chacun. Le paysan produit de la nourriture, le citoyen non paysan la valorise, il la mange, il la cuisine. Et c'est ensemble qu'on peut repenser l'avenir, le rôle de chacun et qu'est-ce qu'on veut manger et qu'est-ce qu'on veut produire. Voilà, c'est comme ça que petit à petit, on rassemble chaque année on a presque atteint 1500 contrats. Les plus belles années, dans les années, on va dire 2010-2012, je pense. Là, on a à peu près 1100-1200 personnes chaque année qui s'inscrivent. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, on plafonne un peu. On se rend compte qu'on a de la peine à aller plus loin. On reste persuadé que la question alimentaire et paysanne, elle ne concerne pas que les paysans, mais qu'elle concerne l'ensemble de nous tous citoyens. C'est qu'on doit tous arriver à pouvoir se poser la question, mais en fait, qu'est-ce qu'on veut manger et quel rôle on veut donner à nos paysans, quelles possibilités on veut leur donner de pouvoir évoluer dans leur choix, parce qu'il y a beaucoup de réalités aujourd'hui. Typiquement le choix des intrants, on peut discuter avec beaucoup de paysans, ils n'ont pas forcément fait le choix d'utiliser ces produits. Ils ont été à une certaine période contraints pour des raisons soit financières, soit d'écoulement de marchandises. Ils ont dû les utiliser et puis ça s'est rentré dans leurs mœurs. Puis aujourd'hui, changer de fonctionnement, eh ben, seuls ils ne le feront pas. Par contre, si tout d'un coup, on se met ensemble, citoyens, paysans, et qu'on se rend compte qu'on peut changer le système ensemble, parce que ce qu'on produit, c'est de la nourriture et qu'on veut manger différemment et qu'on est aussi d'accord de discuter du prix, et ben réellement, on peut changer une partie du système. Donc, Tournerève, c'est
c'est un exemple à petite échelle qu'effectivement, on peut changer quelque chose. Si on se met ensemble, on peut changer quelque chose. Alors après, moi, c'est ce qui me passionne, c'est que je suis allé encore plus loin. On a essayé de se dire, mais ce contrat, on va le réaliser au niveau d'un quartier. Donc là, c'est ce qui m'a amené à Meyrin et au supermarché participatif. C'est qu'on a dit, on va essayer de créer un contrat entre un groupe de paysans et un quartier entier. Donc plutôt que d'aller rassembler des gens à droite, à gauche dans une ville, on prend un quartier, on se pose la question, comment est-ce que des paysans peuvent se rassembler pour se poser la question et rencontrer des citoyens en disant comment nourrir un quartier. Alors là, on n'a pas du tout les réponses, on tâtonne, on avance à petits pas, on fait 2 pas en arrière, on avance un petit peu. Mais pour moi, effectivement, si on parle de transition, cette transition, on la fera tous ensemble. Il faut les mangeurs qui sont très nombreux et qui sont là. Il faut qu'ils soient là autour de la table et qu'ils aident les paysans à repenser l'avenir différemment, à changer d'outils, à changer de façon de voir. Je pense qu'il faut inviter les paysans dans les quartiers, parce qu'aujourd'hui, le paysan qui veut s'en sortir, il va faire quoi? Il va créer une épicerie sur sa ferme. Alors pour moi, à court terme, c'est une solution, mais à long terme, ça ne l'est pas, parce qu'en termes de mobilité, en termes de temps, je pense que quand on est citoyen d'une ville, on n'a pas forcément le temps ou les disponibilités ou les moyens de locomotion pour faire le tour des fermes à droite à gauche. Donc je pense qu'il faut repenser des structures dans les quartiers où les paysans viennent et on parle de nourriture, on remet des réseaux de distribution en place. Voilà, je m'arrête là. Moi, je trouve ça super intéressant. Alors, n'hésitez pas à lui poser encore des questions, notamment pendant l'apéro. Je pense que c'est une bonne occasion de discuter. Là, tu soulèves aussi la question de la transformation et de la logistique. Ça reste super compliqué pour les producteurs agroécologiques aussi de pouvoir répondre à la demande finalement du côté de l'offre. Un exemple tout bête, si une cantine scolaire aimerait s'engager vers plus de durabilité et offrir des carottes bio locales dans la cantine, c'est des fois compliqué de trouver des producteurs qui arrivent à répondre à l'appel d'offres. Donc c'est vrai que dans les milieux, dans la société civile, on milite pas mal pour des lieux qui soient louables à la journée ou à la demi-journée, qui soient aux normes les plus strictes sur le côté hygiène pour pouvoir répondre à des appels d'offres aussi. Parce que c'est vrai que les normes sont pas mal faites pour les gros par les gros, et puis les transformateurs et producteurs agroécologiques, ou comme on disait petits producteurs, alors le côté petit, je suis pas très fan, j'avoue, mais les producteurs de plus petites exploitations peut-être ont aussi besoin de lieux comme ça, et ça c'est des discussions qu'on a un moment depuis longtemps en fait. Prosper, est-ce que tu aimerais réagir par rapport à ce que Thomas a dit sur les initiatives qui ont été montées dans des groupes producteurs et consommateurs? Est-ce qu'il y a des expériences un peu comme ça intéressantes au Burundi? En fait, l'expérience, c'est pour les producteurs, c'est procéder à la vente groupée. Donc, là où on met ensemble les producteurs agroécologiques, donc pour pouvoir atteindre le marché et aussi satisfaire une demande, peut-être si, disons, par exemple, une maison a fait une commande, disons, de 10 tonnes pendant 6 mois, donc pour pouvoir honorer. Donc, un seul producteur ne peut pas seulement honorer la quantité, mais aussi il y a aussi les coûts de transport qui est dedans pour une vente groupée, donc ils peuvent toujours partager les coûts. Donc, c'est ce qu'on est tenté de faire pour les producteurs qui sont un peu éloignés de la ville, et ça marche, on a vu que ça marche. Super. Tata, est-ce que tu aimerais réagir par rapport à ce qui se passe dans ton contexte? Oui. Je parle d'un exemple. Un jour, moi, j'étais là au bureau, et puis il y a un jeune homme qui m'appelle, qui voulait me rencontrer. Il arrive. Il dit, il est maraîcher, que lui produit des aubergines bio, mais quand il amène ces aubergines au marché, tous les consommateurs veulent l'acheter au même prix que les aubergines issues de l'agriculture conventionnelle. Mais qu'à ce prix, lui, il ne peut pas s'en sortir et puis il n'arrive pas à vendre. Et qu'est-ce que moi, je lui conseillerais si moi, j'étais, comme nous, on a aussi un restaurant, si j'étais d'accord pour être preneur de ces produits. J'ai dit, oui, mais je ne peux pas acheter tout le temps. Donc, du coup, le premier problème qui se pose par rapport justement aux produits issus de l'agriculture agroécologique, c'est le prix. Et pour nous, la question du pouvoir d'achat du consommateur est un problème parce qu'on est dans un pays pauvre où les gens n'ont pas suffisamment de moyens financiers et
Togo, on dépense jusqu'à 60-68% de notre budget pour l'alimentation. Mais le pouvoir d'achat est tellement faible que quand on va sur le marché, l'idée, c'est d'acheter le plus possible et le moins cher possible. Donc, la question de la qualité et des modes de production n'est pas un critère suffisant pour l'achat des produits. L'autre chose aussi, c'est comment le consommateur lambda arrive à identifier le produit issu de l'agriculture biologique ou agroécologique sur le marché. Pour le moment, il y a les acteurs qui font l'effort pour mettre en place un type de label basé sur le système participatif de garantie, mais ce label n'est pas encore créé à ce jour et effectivement, les consommateurs ont du mal à identifier la différence entre les produits en plus de la question du pouvoir d'achat. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les produits agroécologiques sont réservés à une certaine classe et dans cette classe-là, on a des gens de la classe moyenne et beaucoup d'expatriés qui arrivent à faire les achats de ces genres de produits. Donc, comment on arrive à passer à échelle à la fois dans la production, parce que lorsque tu as un marché restreint, en tant que producteur, tu ne peux pas agrandir ta surface. D'un autre côté, tu ne peux pas aussi baisser les coûts si tu n'agrandis pas pour produire à une certaine échelle, quoi. Donc, c'est dans ce système-là où on est, où effectivement on constate que on n'arrive pas à passer à une consommation de masse de ces produits qui sont meilleurs. Pourtant, dans les sensibilisations, quand on explique les avantages de ces produits, tout le monde est d'accord. Oui, c'est des produits qui sont bons. Aujourd'hui, même en étant jeune, on a un certain nombre de maladies que nos parents, nos grands-parents ne consommaient pas. On est bien conscient, mais parce que voilà, les gens, ils consomment et il y a des adages qui disent, bon, on ne meurt qu'une fois ou il faut mourir en tout cas de quelque chose. Donc, ils préfèrent ne pas mourir de faim et manger, même si c'est pertinemment que ce n'est pas un produit de qualité. Donc, voilà les problèmes auxquels on est confronté dans nos pays. Alors, merci. Merci. J'aimerais faire réagir à la fois Barbara et Thomas sur la question du prix. Alors Barbara, peut-être sur la question de l'accessibilité de bons produits pour tout le monde, parce que ça, c'est un des combats, je pense, de la FRC. Oui, absolument. Je ne sais pas si vous savez qu'à Genève, il y a 29 000 personnes qui n'arrivent pas à se nourrir avec leurs propres moyens. Donc, ce n'est pas rien. C'est le groupe de travail qui travaille sur la mise en œuvre de l'initiative sur le droit à l'alimentation qui tient compte de ce genre de choses. Et je trouve que c'est essentiel. Ça ne va pas si les aliments de qualité sont seulement disponibles, payables pour les personnes qui ont les moyens. Ce n'est pas normal. D'ailleurs aussi, le lieu, c'est pour ça que les quartiers de Meyrin, c'est essentiel qu'il y a ce supermarché coopératif. Dans ces quartiers-là aussi, les personnes ont le droit de bien manger. Donc, c'est essentiel, mais c'est essentiel aussi que les agriculteurs puissent vivre de leur travail. Ce n'est pas normal qu'une société, que les gens mangent au détriment de quelqu'un d'autre. La deuxième question, c'était? Non, je voulais juste réagir là-dessus. En fait, il y a un peu deux côtés sur ces questions de prix. D'un côté, l'accessibilité pour les consommateurs, de comment est-ce qu'on arrive à se payer la qualité quelque part, parce que pour l'instant, c'est plutôt défavorisé, on va dire. C'est difficile, en fait. On n'est pas avec les mêmes cartes au départ. Il y a des gens qui ont des atouts dans leur jeu et d'autres pas du tout. Et tout le monde essaie de bien manger. Chaque parent essaie de nourrir ses enfants convenablement. Et il y a des gens pour qui c'est beaucoup plus difficile que pour d'autres. Et donc, en ce moment, à Genève, bon, pour ceux qui ne le savent pas, le droit à l'alimentation a été ajouté à la constitution cantonale. Donc, c'est une belle victoire d'étape, on va dire. Et donc, on travaille ensemble au sein de la société civile, en lien avec les autres partenaires, sur ce que ça veut dire concrètement et comment on va pouvoir avancer et comment on peut à la fois réfléchir sur l'accessibilité des bons produits pour les gens qui n'ont pas encore vraiment accès, tout en, d'un autre côté, réfléchissant aussi à la rémunération des producteurs les plus agroécologiques qui, pour l'instant, sont un peu hors des clous ou innovants et qui ne se retrouvent pas forcément
récompenser leurs efforts par les structures actuelles de la politique agricole. Donc, Thomas, si tu voulais réagir un peu par rapport à ça, parce que je sais que la question du prix équitable t'intéresse beaucoup. Oui, c'est une très grande question, très complexe. Moi, je crois c'est vraiment un sujet central que tout citoyen doit pouvoir une fois arriver à se poser et se questionner sur qu'est-ce que c'est que ce prix, en fait. Moi, au jour d'aujourd'hui, parce qu'on le retourne dans tous les sens, je me dis, mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, on soit tous capables de dire c'est trop cher? On sait tous dire c'est trop cher. On a tous des critères, à mon avis, que la grande distribution nous a donnés. On est capable de dire c'est trop cher. On n'est jamais capable de dire c'est pas assez cher. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose et il faut tous qu'on se questionne là-dessus. Il y a un moment quand c'est pas assez cher, ça veut dire que ce qu'on paye, on ne rémunère pas tout le travail qui a été fait en amont. Donc comment ça se fait qu'aujourd'hui, alors oui, il y a effectivement des réalités financières qui fait que tout d'un coup, on n'a plus pour finir la fin du mois. Ça, effectivement, c'est une réalité. Et ces réalités-là, je pense qu'il faut les considérer ensemble en tant que société. Comment est-ce qu'on fait pour ces réalités-là? Comment est-ce qu'on fait des caisses alimentaires? C'est ce sur quoi on travaille aujourd'hui dans les projets amérins du SPP. Comment est-ce qu'on ouvre la porte à ceux qui réellement ne peuvent pas? Mais à côté de ça, c'est comment est-ce qu'on arrive à travailler sur cette notion du cher et du pas cher? Comment ça se fait qu'aujourd'hui à Genève, il y ait plein de gens qui, par principe, vont de l'autre côté de la frontière parce que, soi-disant, c'est trop cher à Genève. Mais en payant le moins cher ailleurs, c'est effectivement des artisans et des paysans qui disparaissent à Genève. Et ça, c'est flagrant quand vous regardez la courbe de tous les artisans dont nous, paysans, on dépend, donc c'est-à-dire les boulangers, les laitiers, il n'y en a quasiment plus à Genève, ou bien les boucheries. Ces métiers disparaissent aussi vite que les paysans. Donc effectivement, c'est tous les métiers de bouche. Donc dans un discours, c'est trop cher, mais en fait, on les supprime. Mais on supprime une qualité alimentaire, on supprime une qualité de lien humain, de société, parce que quand on passe dans ces filières, on se regarde dans les yeux. C'est pas comme le système de grande distribution à caisse automatique où en fait on croise plus aucun regard. Donc cette notion de prix, elle est complexe, on doit se la réapproprier. Moi je crois que c'est la grande distribution qui nous a appris à repérer des étiquettes de couleurs et dire ça c'est bien pour nous, et qu'en fait on est là-dedans. Donc je crois qu'il y a une question de culture, d'implication citoyenne. Et moi, c'est ça ma préoccupation. Je pense qu'on doit arriver à travailler là-dessus aujourd'hui. Prosper, je te vois très attentif à ce que disait Thomas. Est-ce que tu as envie de réagir sur le prix équitable, ou comment finalement, même à Genève, dans un pays qui est un pays riche, finalement, c'est très compliqué pour les producteurs et les producteurs agroécologiques, et comment est-ce qu'on peut gagner sa vie avec des consommateurs qui sont aussi coincés et ont tendance à chercher le moins cher? Je pense qu'à un certain moment, au niveau des producteurs agroécologiques, ils doivent s'investir surtout pour sensibiliser aussi, pour faire le marketing de leurs produits, comme ceux qui font les produits conventionnels le font. Parce que oui, c'est vrai que les produits agroécologiques sont chers à un certain moment, mais si on consomme ce qui est moins cher et qu'on dépense de l'autre côté du côté de la santé pour se faire soigner, donc c'est question alors de voir exactement est-ce que ce sont les produits agroécologiques qui sont chers ou bien ce sont les produits produits conventionnellement qui sont plus chers. Si peut-être on additionne le coût de ces produits et le coût de se faire soigner. Donc, je cite le problème au niveau des producteurs qui ne font pas aussi le marketing agressif comme les autres le font. Donc, je pense que plutôt il faudrait voir comment effectivement on peut soutenir les producteurs agroécologique à faire le marketing agressif et aussi arriver à un niveau là où Barbara a dit que la décision d'acheter, c'est une décision qu'on ne fait pas consciemment, mais plutôt que ça vient du subconscient. Comment effectivement
on peut rendre royal les consommateurs aux produits agroécologiques, surtout en donnant toutes les informations requises. Alors, il y a deux réactions à côté de toi. Il y a Thomas et Barbara qui ont tous les deux levé un doigt pour dire qu'ils voulaient réagir. Alors, Alors, à moi, merci beaucoup. Alors oui, moi, ça me fait quand même réagir. On parle d'agroécologie et on parle d'intrants, mais je pense qu'il faut aussi considérer dans ces réflexions le rôle de la robotisation. C'est directement en lien avec le prix. Vous savez qu'aujourd'hui, les robots de traite dans les élevages laitiers deviennent des standards. De plus en plus d'exploitations laitières sont équipées en robots de traite. Donc il n'y a plus personne qui traite les vaches, ça se fait tout seul, c'est une machine qui traite les vaches. La vache se présente 2 fois par jour pour se faire traire. Vous savez que dans les cultures maraîchères ou grandes cultures aussi, on voit arriver les désherbeurs, les robots de désherbage. Donc ils sont complètement autonomes. Les tracteurs sans chauffeur sont plus que des prototypes, je crois qu'il y en a qui tournent. Donc c'est des machines, effectivement, c'est des réussites technologiques, c'est des machines coûteuses, mais du moment que la machine est en marche, elle s'arrête jamais, elle tourne jour et nuit, donc elle est imbattable. Donc elle va concurrencer tout être humain qui se met au travail. Donc on va arriver à des prix, dans le pas cher, imbattables aussi. Donc c'est là que je trouve qu'il faut se reposer la question de nous, citoyens et de la société de demain. Est-ce qu'on veut encore avoir une raison de se lever le matin et de se mettre au travail? Pour certains, de travailler dans ces filières alimentaires? Ou bien est-ce que vraiment, on continue à chercher le meilleur marché, mais là on laisse la robotisation prendre le dessus et se généraliser? Et je pense que l'agroécologie, elle est au milieu, elle va avoir beaucoup de peine à survivre, et ça arrive tranquillement, mais voilà, l'homme a une soif de technologie et de réussite, et on est capable de tout plein de choses, mais je crois qu'il faut que nous, citoyens, on arrive aussi à réaliser que par nos actes d'achat, on peut influencer plus ou moins l'avenir de la société de demain et de ceux qui viennent après nous. merci. Tu fais tout seul la transition pour Barbara en parlant des consommateurs. Oui, merci beaucoup. Je dois quand même revenir un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure. Ces caractéristiques spécifiques des produits qui sont gommés, alors que pour l'eau en bouteille, on trouve que chaque eau en bouteille est très spécifique. Et quand je regarde les tomates, elles ont l'air toutes pareilles. Alors qu'il y a des variétés différentes, il y a des origines différentes, il y a des manières de produire qui sont différentes, mais tout ça, c'est pas communiqué. Je suis sûre qu'il y a une différence entre une tomate, non, il n'y a pas de tomate à Tournerève, mais disons, qu'est-ce qu'on peut dire? Même les céréales, je sais que c'est pas les mêmes, c'est pas la même chose. Alors, remettons ces spécificités, vraiment, il faut en parler. Ça, c'est important. La deuxième chose que je trouve très importante, et là, il y a des évolutions positives, c'est qu'il y a des efforts qui sont faits dans les écoles pour amener les enfants à connaître les produits, à savoir les travailler, à savoir les cuisiner, chose que toute une génération n'a pas apprise. Mes enfants, c'est une classe sur 2 qui avait des leçons de cuisine. Ça s'appelait pas comme ça, mais c'était ça. Donc, un enfant sur 4 dans ma famille a appris à cuisiner à l'école. Les 3, non. Les 3 autres. Je sais pas comment c'est dans les autres familles. Ben, heureusement que j'ai pu leur apprendre, mais dans les familles où les parents n'ont pas le temps, ou bien n'ont pas, qui doivent prendre 2 jobs pour nouer les 2 bouts, c'est difficile. Donc maintenant, heureusement, il y a des initiatives qui ont lieu dans les écoles, et je sais que Genève Région Terre à Venir, il y a pour quelque chose, mais il y en a d'autres. Tout ça, c'est important, parce que c'est par le travail pratique, on se rend compte qu'on est capable de faire des choses, qu'on n'est pas obligé d'acheter la pizza, mais qu'on sait la faire soi-même. Donc, c'est en le faisant qu'on l'apprend, et j'ai un grand espoir pour les générations futures
qu'elles sauront prendre la cuillère en main, enfin prendre le pouvoir sur leur assiette. Ça, c'est essentiel. Deuxième chose, c'est la restauration collective. Presque toutes les personnes mangent à midi sur le lieu de travail, à l'école. Donc pour moi, la restauration collective a un énorme rôle à jouer, justement à utiliser ces produits qui sont de l'agriculture proche de chez nous, l'agriculture écologique et équitable. Et c'est juste essentiel pour pouvoir déguster ces produits et savoir que ça existe. Donc, je trouve que ces deux choses doivent vraiment se compléter pour recréer ces émotions positives dont j'ai parlé tout à l'heure. Est-ce que ça a répondu à la question? Alors juste, on est en train de discuter du côté des questions, donc on a plein de questions super chouettes. Juste, Élodie, si tu veux réagir rapidement, comme ça on peut passer aux questions. Oui, rapidement, c'était pour rebondir encore une fois sur le rôle des collectivités pour assurer le débouché des produits agricoles. C'est très important, à mon sens, que les collectivités favorisent l'utilisation des produits locaux et agricoles. Donc, à Genève, c'est le cas. Hein. Je salue de nombreuses initiatives de communes qui labellisent leurs restaurants et donc les restaurants collectifs s'engagent à proposer 2 produits locaux certifiés Genève Région Terre Avenir chaque jour. Donc voilà, ça encourage la consommation des produits et ça permet de les faire connaître aussi bien par les cuisiniers, les chefs qui du coup valorisent ces produits et aussi par les consommateurs qui sont dans ces restaurants. Donc, pour moi, c'est très important d'exploiter ce canal de commercialisation pour les produits agricoles. Alors, on était en train de discuter avec Théo parce qu'en fait, vous avez posé 18 questions. Donc maintenant, en fait, on teste le truc de voter pour les... Du coup, maintenant, il y a les 18 questions qui sont sur la page exactement au même endroit. Vous pouvez les voter, comme ça nous aide à prioriser, à savoir quelles sont les questions qui intéressent tout le monde. Et bien sûr, on va vous laisser lever la main aussi à la fin si vous êtes là. Il faut absolument que je dise quelque chose. Et encore une fois, il y a un apéro convivial où vous pouvez parler avec les experts et les expertes autour d'un verre, ce qui aide aussi à délier un peu les langues. Alors, si vous voulez juste vous connecter, ceux qui sont connectés à ce système, donc menti.com, vous verrez toutes les questions et vous pouvez liker, enfin mettre un petit pouce en l'air. Pardon? Alors, est-ce que tu arrives à le mettre sur l'écran, Théo? On essaye? Est-ce que... Daniel, est-ce qu'il y a moyen de connecter le truc ou pas, tu sais? Parce que là, c'est sur l'ordi de Théo. Ou alors, tu peux pas ouvrir l'application là-dessus? On doit se reconnecter. Alors, on va regarder 2 secondes. Ouais. C'est juste moi, j'ai un vieux machin. Du coup, c'est assez technique. ça marche pas. J'ai un vieux. Si vous voulez poser une question... Tu as le password et tout ça? Ouais. Ah, Sur mon ok. ordi, j'ai tout, mais c'est juste qu'il n'est pas là-dessus. Ah, ok. Alors, En fait, si tu veux, ils sont là, les Tu questions. peux pas Si mettre tu la les as là, CMI tu les as. là-dessus. Ça, tu peux pas brancher. Le but, c'est que tout le monde a les questions devant eux, tu vois. Non, mais si tu branches ça, Je là... sais pas, ça marche pas. Alors. On n'arrive pas. Non, il est trop vieux. C'est trop nouvelle technologie. Est-ce que tu as un VGA? C'est parce que tu as bien Ouais, en attendant, juste allumer le micro. C'est le micro. Pendant qu'on règle le truc technologique, si tu veux poser ta question. Merci, et puis je m'excuse de ne pas utiliser mon téléphone pour ça. Je suis pour l'énergie, pas gaspillage d'énergie. Bon, anyway, ma question, c'est est-ce qu'en Burundi et à Togo, il y a des produits de semences modifiées génétiquement? Car moi, je travaille comme gardien de semences en Colombie et on voit que le fléau le plus terrible, c'est toutes ces OGM qui sont imposés aux paysans et qui appauvrissent les gens d'un côté. Et le deuxième, c'est le traité de libre-commerce qui amène ici, en Suisse, des légumes du Maroc et d'ailleurs à un très bas prix en disant c'est bio. OK? Et puis, bien sûr, on ne peut pas toujours culpabiliser le consommateur parce que, comme il disait, ça dépend les revenus, ça dépend l'éducation, ça dépend mille choses. Mais ma question, c'est ça. Est-ce que
y a-t-il des produits modifiés génétiquement et comment ça se fait qu'on ne se questionne pas avec les traités de libre commerce qui tuent directement les paysans, ici et ailleurs. Merci. Pour le cas du Burundi, on n'a pas de produits génétiquement modifiés, donc ce sont des produits qui ne sont pas encore homologués au Burundi. Donc, on n'a pas ce problème. Donc, les semences qu'on utilise généralement, ce sont des semences qui sont produites localement. Donc, les semences, on n'a pas de semences importées pour le moment sur le territoire burundais. Donc, il y a plusieurs facteurs qui entrent en jeu. Il y a le facteur homologation et il y a aussi le facteur coût, parce que les semences qui sont importées coûtent énormément cher au Burundi. Oui, j'aimerais aussi poser une petite question, c'est possible? Alors, micro. Oui. Et excusez-moi, ma question concerne le Burundi et le Togo. Ça marche? Et concerne le Burundi et le Togo. Et quand vous entendez parler de l'agroécologie, j'ai l'impression que le concept vous a été importé. Parce que, et en agriculture conventionnelle, moi aussi je suis du métier, l'agronomie. En agriculture conventionnelle, ce qui compte, c'est la formation. Et je ne vous ai pas entendu parler de la formation. Donc, si vous ne parlez pas de formation, comment pouvez-vous introduire un concept étranger dans votre pays? Alors que, quelles que soient les techniques, on est obligé de passer par la formation. Et quand vous parlez de la qualité, par exemple, du compost, je pense que tous les Africains peuvent produire un bon compost. Et l'Afrique, c'est une mine, parce qu'on a des animaux, on a des déchets, tout est là. On peut facilement parvenir, aboutir à une agriculture, moi je parle biologique ou écologique, mais j'ai l'impression que vous marchez dans le système et vous interprétez ce que les Occidentaux disent et vous faites aussi de l'agriculture écologique sans dire comment mettre en place le système d'agriculture biologique dans votre pays. Alors, une sacrée question. Je crois que peut-être, je ne sais pas, Prosper, si tu as envie de répondre, mais je crois qu'il y a aussi, finalement, dans l'agroécologie, beaucoup de valeurs de ce que vous venez d'expliquer, finalement, et la reconnaissance aussi des savoirs locaux et les savoirs indigènes, qui sont hyper importants, ça c'est sûr. Les gens faisaient quand même des pratiques agroécologiques avant qu'il y ait beaucoup d'entrants chimiques, donc je pense que c'est très important, et le lien à la terre et le lien en connaissance des gens sur leur territoire est hyper important, ça c'est sûr. Je ne sais pas, Prosper, si tu veux répondre. Oui, merci beaucoup pour la question. Pour le cas du Burundi, l'agroécologie, ce n'est pas quelque chose qui a été importé, plutôt c'est quelque chose qui existait déjà. Ça a été la Renaissance, parce que nos ancêtres pratiquaient parfaitement l'agroécologie. Donc, ils avaient des plantes, ils avaient aussi un système pour soigner les plantes, les diverses maladies. Et aussi, ils utilisaient plus le compost, pas d'une façon qu'on le fait aujourd'hui, mais ils mettaient les débris végétaux quand ils cultivaient autour du champ. Et puis, la prochaine saison, donc, ils répandaient dans le terrain. Donc, c'est après quand l'agriculture conventionnelle est venue, donc elle est venue avec les engrais chimiques et puis les pesticides. Donc, pour le cas, l'agroécologie, c'est juste restaurer ce qui existait déjà. Donc, pour la formation, effectivement, on fait la formation, effectivement, parce que
on a eu une génération qui a cultivé longtemps avec les méthodes conventionnelles. Donc, on forme, mais pas d'une façon classique, en utilisant surtout des champs de démonstration, parce qu'on travaille avec les paysans qui ont un niveau d'instruction qui est bas. Donc, c'est apprendre, donc c'est learning by doing, c'est-à-dire ils apprennent en faisant. Donc, c'est ça le système de formation qu'on utilise. Et puis, on forme aussi les fermiers leaders qui vont enseigner les autres. Donc, s'ils sont convaincus, et c'est facile de transmettre la connaissance à un petit producteur quand c'est transmis par son père, au lieu d'être transmis que quelqu'un qui vient peut-être d'un bureau quelque part, qui sont considérés comme un expert. Donc, c'est facile par émulation. Donc, c'est comme ça que les connaissances se transmettent. Mais d'une manière générale, c'est la restauration de ce qui existait déjà. Tata, si tu veux réagir aussi. Tout à l'heure, tu as évoqué les systèmes de garantie participative. Je pense que c'est quelque chose d'important que les gens ne connaissent pas forcément. Si tu veux peut-être lier ça aussi au côté formation et diffusion des informations entre producteurs et productrices, bien sûr. Oui, merci beaucoup. Déjà, répondre aussi à la première question. Au Togo, il n'y a pas de semences OGM, mais on ne peut pas garantir qu'il n'y a pas de produits alimentaires OGM, parce que tous les produits qu'on retrouve dans les supermarchés et dans les boutiques d'alimentation générale, personne ne fait le contrôle pour s'assurer que dans le contenu, il n'y a pas d'OGM. Donc ça, c'est des éléments qu'il faut distinguer. Par rapport à la formation, malheureusement, par rapport à l'agroécologie, je crois qu'il n'y a que le secteur du monde associatif, des ONG, justement nos partenaires occidentaux essentiellement, où il y a des formations qui sont développées. Mais il n'y a pas un programme formalisé pour l'agriculture agroécologique, voire biologique. Et il n'y a même pas de système de certification au niveau national pour justement ceux et celles-là qui font cette pratique agricole. Donc, tout est laissé au monde associatif. Du coup, le problème qui va finalement se poser, comment un producteur agricole s'investir, puis justement acquérir les différentes connaissances qui par ailleurs ne sont pas harmonisées au niveau national. L'idéal aurait même été que les différentes associations puissent créer une forme de fédération pour harmoniser les pratiques. Malheureusement, nous, on n'a pas au Togo encore une fédération pour justement uniformiser le mouvement agroécologique au Togo. Du coup, ces questions de formation-là, même s'il y a des pratiques endogènes qui existent depuis des années, ces formations, elles posent aujourd'hui problème, surtout que le producteur qui veut se lancer dans ce type d'agriculture jugé meilleur par rapport à l'agriculture conventionnelle se dit, mais je le fais pour quel bénéfice? Si le consommateur pour lequel je veux me sacrifier ne peut même pas reconnaître le fruit de mon travail et me le payer à un juste prix. Et encore, le fait que beaucoup de politiques qui sont mises en œuvre aujourd'hui continuent par encourager l'agriculture conventionnelle parce que là, le prix est beaucoup plus intéressant. Donc, c'est dire que nous ne sommes pas encore au bout de nos peines. Merci. Merci beaucoup. Alors, on a quand même des questions qui sont ressorties. Donc, il y a des questions qui ont été appréciées par des autres participants dans la salle. Je vais vous en lire une. Comment les ONG au sud et au nord pourraient faire mieux alliance pour renforcer la pression sur les gouvernements et généraliser l'agriculture agroécologique partout? C'est une grande question, ça. Hein. Alors, qui a envie de répondre à une question comme ça? Alors, sur le côté alliance, c'est faire pression. En fait, c'est un mot assez fort. Je pense que c'est ça. Et finalement, ça pose la question de comment on peut atteindre un point de bascule pour un vrai changement systémique. Je ne sais pas, Thomas, est-ce que tu as envie de dire... Ici, moi, Ou Tata, vas-y.
Oui, je voudrais me lancer parce que ça fait appel pour moi au plaidoyer. Comment ça lie organisation du Sud et organisation du Nord pour se lancer dans un plaidoyer. Mais ce plaidoyer doit être mené de façon agressive par rapport à nos États où, en fait, on se rend aussi compte que nos États ne sont pas toujours maîtres dans les prises de décision et que tout projet, programme qui est mis en place pour soutenir l'agriculture paysanne, parfois est conditionné par les bailleurs de fonds où l'autorité nationale n'a pas la même mise pour mettre en place justement sa propre politique. Ce qui fait que ce plaidoyer doit être vu à plusieurs niveaux, à la fois vis-à-vis de nos gouvernements, mais aussi vis-à-vis des bailleurs de fonds pour aller vers un changement de paradigme. Ça, c'est important. J'allais même aussi dire que parfois, il y a la pratique qui peut amener un changement de politique. Ce n'est pas seulement au niveau politique qu'on doit prendre des décisions pour que la réalité ou le quotidien change. Ça peut être l'inverse. Et pour moi, il faut peut-être même aller jusqu'à une révolution vers une révolution pour faire le changement du pouvoir d'achat au niveau des consommateurs. Parce que si le consommateur est exigeant et dit, bon, moi, je décide d'aller vers l'achat des produits issus de l'agriculture agroécologique, je crois que derrière, les producteurs peuvent suivre. Mais tant que ce travail-là de prix n'est pas réglé, en tout cas dans nos pays, ça va être difficile. Donc, il faut un plaidoyer, certes, mais il faut aussi que le consommateur puisse avoir suffisamment de pouvoir d'achat pour pouvoir acheter les produits bio ou agroécologiques à un juste prix. Merci. Est-ce que quelqu'un ici veut réagir? Ouais. Mais moi, j'ai quand même un peu envie de réagir de mon point de vue, et peut-être que Elodie peut confirmer ce que je dis. Mais moi, je crois que quand même à Genève, on est un canton, on est un des cantons suisses où je crois qu'il y a le plus d'initiatives alternatives qui cherchent et qui proposent des ventes de circuits courts, contractuels ou pas, qui inventent des solutions alternatives. J'ai souvent entendu quand même que quand le service de l'agriculture de Genève sollicitait ou contactait le niveau fédéral, qu'à Berne, ça posait des fois un peu des problèmes, parce que Genève était quand même un canton particulier où il se passait pas mal de choses. Donc peut-être que Elodie, je ne sais pas si elle peut confirmer ça. Donc moi, ça me confirme ce changement qui doit venir de nous, citoyens, et de ce bouche à oreille nécessaire. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, plus on arrive à partager autour de nous une prise de conscience, à s'interroger sur ce qui se passe et à s'engager dans des systèmes un peu autres, sans être forcément convaincu, mais si on commence à être convaincu que le système de distribution principal n'est pas le meilleur, de gentiment se tourner vers des alternatives et de permettre d'en créer d'autres. Moi, je crois qu'en tout cas, en tant que paysan, je sais que le service d'agriculture à Genève, en tout cas, il suit tout ce qui se passe. Je sais qu'il le fait remonter plus haut. Et je sais que le système, politiquement, gentiment bouge. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est, je crois, ma conviction aujourd'hui, c'est que c'est un mouvement citoyen qui, petit à petit, peut faire évoluer les choses. Alors, je vais rebondir à ce que tu as exprimé, parce que dans le cadre de la préparation dans le cadre de la préparation de cet événement, j'étais aussi en contact à travers le réseau Agroécologie Works de quelqu'un de Zurich qui est aussi pour la promotion. Puis elle m'a dit « Oh là là, mais vous êtes loin à Genève, moi je veux absolument écouter cette conférence parce que ça paraît être un modèle par rapport à l'état d'avancement où on est à Zurich. » Donc moi je connais ce cas de Zurich, mais il y en a peut-être dans d'autres cantons
où finalement, c'est vrai qu'à Genève, il y a vraiment des initiatives qui sont là, et puis un appui, on a vu par les politiques tout à l'heure, par le GRTA, puis toute la politique agricole. Je pense qu'on est un exemple, et puis, comme l'a dit Prosper aussi, l'exemple stimule les autres, et puis si ça marche ici, c'est pour ça, il y a des choses qui marchent, et puis on peut être un exemple. En tout cas, j'ai constaté au niveau suisse déjà, et puis après, par rapport aux synergies qu'on peut trouver avec le Sud, avec les ONG. Alors maintenant, la question à la fin de cette réunion, je pense qu'on en a plusieurs, mais la grande question, qu'est-ce que nous qui sommes ici, qui avons entendu ces débats, cette richesse de questions, de problèmes, comment on peut faire demain ou les prochains jours pour éventuellement se mettre en short, trouver des synergies entre l'un et l'autre. Alors, ce que je vais proposer très pratiquement, c'est que normalement, on a les adresses. Si vous êtes d'accord, vous pouvez envoyer, vous, des questions sur une adresse. On va vous envoyer une adresse. Et puis, comme ça, vous pouvez envoyer vos questions, vos réflexions, vos propositions de collaboration par la suite. Et puis, je pense que la première chose pour lier des liens et éventuellement continuer, c'est qu'on passe à l'apéro. Et... Ouais. Oui, encore les 18 questions qui sont là, on va aussi vous les retransmettre, comme ça tout le monde les voit, même ceux qui n'ont pas utilisation des smartphones. OK. Ben, merci à tous les panélistes. Merci pour ces riches échanges. Merci à Gaël pour la modération et à vous tous. Et bon appétit pour l'apéro qui nous suit. D'accord. Ciao.